commencer ce cours sur le marketing, je commence par une petite page d'histoire, histoire de bien différencier dans l'histoire du marketing celle qui sépare l'histoire de la vente marchande et l'apparition du marketing. Certains historiens font remonter les origines du marketing à la Mésopotamie ou à la Grèce antique. Certains prétendent que les récits de Marco Polo constituent des rapports commerciaux ou que Jésus-Christ était le plus grand homme de marketing de tous les temps. En ce qui nous concerne, même si par une analogie grossière on peut dire qu'une amphore grecque constitue un packaging et qu'un sceau d'origine sur cet amphore constitue une marque, on peut douter sérieusement que le terme marketing puisse être appliqué aux pratiques commerciales de ces époques. Tout échange, qu'il soit marchand ou non marchand, n'induit pas pour autant une pratique de marketing. Les premières démarches proprement marketing remontent possiblement à la première révolution industrielle anglaise, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec des industriels comme Matthew Boulton, qui ambitionnaient de créer des débouchés pour leurs produits au-delà de l'élite upper class ou noble, dès les années 1770. Ces entrepreneurs anglais ont développé des techniques commerciales dont s'inspireront par la suite bon nombre d'industriels américains et européens. Et au-delà des techniques commerciales employées, il faut retenir que c'est surtout la volonté d'élargir le marché qui permet de considérer des entrepreneurs comme Matthew Boulton comme les premiers hommes de marketing, en plus d'être des industriels de génie. Si on prend le temps de s'attarder aux exemples donnés par Matthew Boulton, on voit que le marketing prend son essence sur la mécanisation industrielle et cette volonté d'ouvrir de nouveaux marchés, aussi bien géographiques que de toucher d'autres classes sociales. L'activité initiale visait à produire des petits objets de métal et grâce aux prouesses de la mécanisation, l'usine comptait déjà 600 ou 800 ouvriers, ce qui faisait une des plus grandes usines de l'époque. Donc ces usines fabriquaient des choses en métal, des boucles, des boutons de ceinture, des chaînes de montres, des boîtes en tout genre, des services à thé ou à café, des chandeliers, des plats. Donc la mécanisation a permis déjà, dans un premier temps, de baisser fortement les coûts de production, ce qu'on verra après en management, et ça a permis donc du coup une baisse des coûts, donc des baisses des prix. Et c'est aussi là que Boulton a eu l'idée d'accompagner ces baisses mécaniques à des innovations commerciales. En matière de produits, Boulton s'en tenait à un principe général de simplicité élégante, mais il adaptait systématiquement le design des produits selon les pays en fonction des informations que lui procuraient ses relais locaux. La clientèle royale constituait un argument de poids dans les publicités fréquentes qu'il faisait diffuser dans les journaux. Des courriers rédigés de sa main étaient envoyés aux clients issus de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. En 1771, il avait plus de 1500 clients et il avait 3 formats de courrier type. Les ventes privées étaient l'objet de tous ses soins et faisaient l'objet de nombreuses invitations dans des cercles privés. Et il s'aidait en cela avec un marchand d'objets d'art qui fut très connu après par la suite, qui s'appelle John Christie. Et pour s'implanter sur le marché londonien, Boulton s'est appuyé sur un réseau d'agents lui permettant de vendre en direct au plus grand nombre de clients. Donc on voit déjà les prémices de tous les outils commerciaux et marketing qui seront utilisés par la suite par à peu près tous les industriels. Alors si les prémices de la consommation de masse peuvent être identifiées au cours du XVIIIe siècle, les racines du marketing remontent plutôt au XIXe siècle, en Angleterre tout d'abord, puis aux États-Unis à partir des années 1870. En effet, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs pratiques modernes apparaissent comme le marquage, l'emballage et le design des produits. Certaines marques déposées apparaissent avant 1870, comme Pear Soap en 1860, Henkel, Prudential Insurance, et des marques aussi connues que Lover
qui apparaît en 1870. Et à cette période, le design des produits commence à mobiliser des stylistes ou des artistes. Certains industriels ne se contentent pas de distribuer auprès de grossistes, mais tentent de se rapprocher de leur clientèle finale, notamment en ouvrant leur propre réseau de magasins, même si c'est encore exceptionnel. Si on veut comprendre l'histoire du marketing, il faut aussi comprendre l'histoire des États-Unis. Souvent, on cite les Américains comme étant les inventeurs du marketing. Certains placent l'invention du marketing en 1950, mais en fait, on voit depuis le début de ce cours que les prémices sont nées en Europe, et le développement a eu lieu probablement aux États-Unis au début du 19e siècle. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui a constitué les États-Unis, et quand je parle de constituer, c'est constitution. Constitution a séparé des éléments que l'Europe avait toujours mélangés et a séparé le politique du commercial. Cette histoire est neuve aux États-Unis, mais elle est formée par des migrants qui viennent tous d'Europe et qui ont quitté l'Europe pour de bonnes raisons et qui veulent une société nouvelle, et ils veulent passer d'une culture fardeau à une culture ressource. Et cette table rase et le libéralisme vont être indissociables. La table rase autorise le tri pragmatique des anciens outillages européens, et l'autre constituait le mode opératoire de cette sélection. Donc les États-Unis ont appliqué un jeu libéral à l'espace immense qu'ils avaient devant eux pour réaliser cette constitution. Benjamin Franklin, qui est quand même né au début du XVIIIe siècle, citait les Américains comme étant les plus grands consommateurs de l'histoire, puisqu'il, je reprends rapidement ses propos, disait que les Américains ont trouvé le droit de choisir leur leader éventuel dans les élections périodiques, et ils ont trouvé le droit de choisir en matière d'achat. Plus que dans toute autre nation dans l'histoire du monde, les USA ont été, au cours du siècle passé, une nation de consommateurs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains sont des choisisseurs. Ils ont choisi de consommer, et ça donnera le marketing, et ils ont choisi d'élire, et ça donne la démocratie. Maintenant, on va regarder les différentes phases du marketing. Donc on en distingue trois phases. La première, on l'appelle la fragmentation. Ça dure jusqu'en 1880. Les États-Unis sont divisés dans une multitude de fragments géographiques. Les affaires portent sur des volumes faibles, avec des marges importantes, ce qui limite fortement les échanges. Les marques sont quasiment absentes. Les produits achetés essentiellement génériques, ils sont vendus en vrac. Et l'autoproduction reste fondamentale. Donc en résumé, dans cette première phase, la prépondérance, c'est celle de l'offre. Et du 19e et au début du 20e siècle, la demande va rester supérieure à l'offre sur les biens et les services de première nécessité. Du coup, la problématique de cette époque, c'est de produire. Car comme il y a une demande qui est très supérieure à l'offre, la vente est automatique. Il suffit de produire pour vendre. Lors de la deuxième phase, on l'appelle unification, de 1880 à 1920, les produits américains commencent à échapper à leur confinement dans les frontières des régions. La guerre civile et la phase de reconstruction sont terminées, les États deviennent une seule nation politiquement stable. Et c'est là qu'interviennent trois inventions, le chemin de fer, le télégraphe et le téléphone, qui vont profondément transformer le monde des affaires. Grâce au train, les productions vont s'écouler sur un marché sensiblement plus grand, et la logique de la production va faire que les coûts unitaires vont diminuer. De même que les prix de vente, ce qui va permettre de diffuser de nombreux produits auprès d'une large fraction de la population. Le télégraphe va permettre d'avoir une information vraie, précise, sur les lieux de production et les lieux de distribution.
Et le téléphone va accélérer les décisions autour des échanges. En 1880-90 sont fondées des entreprises qui vont révolutionner de nombreux marchés dans les secteurs de grande consommation, comme American Tobacco, comme Johnson & Johnson, Coca-Cola, Kodak ou Heinz. En résumé, cette deuxième phase, c'est la prépondérance de la demande. Et peu à peu, il y a une généralisation de la consommation et de la production de masse. On est dans la naissance de la société d'abondance. Le consommateur est très sollicité, de plus en plus. La problématique de cette période, c'est la vente. Lors de la troisième phase, qu'on appellera la segmentation à partir des années 1920 dans certains secteurs, plus tardivement dans d'autres, la segmentation des marchés se développe sur une base démographique et socioculturelle, et ce faisant, la différenciation remplace la guerre des prix. Les démarches de segmentation ont été grandement facilitées par le développement des médias, de la publicité à la radio, puis à la télévision. La génération Pepsi, l'un des plus grands cas de segmentation dans l'histoire des affaires, aurait-elle pu exister sans la télévision? En résumé, c'est la prépondérance du besoin dans cette troisième phase, et depuis les années 1970, l'acheteur est mieux informé, l'entreprise cherche les besoins du consommateur pour adapter ses produits, et c'est la place prépondérante du marketing. On ne va produire ce qui peut être vendu au prix désiré et au lieu voulu. Donc il y a un alignement de la production sur la vente, puis ensuite de l'entreprise sur le client. La transmission d'informations remonte du terrain vers l'usine. Il y a le développement d'une culture client. Il y a à cela le développement aussi d'institutions spécifiques de communication, des agences médias, des bureaux d'études, des logisticiens, des sociétés financières. Il y a de multiplication de réseaux et d'institutions de plus en plus spécialisées. On a une concurrence entre ces institutions. On va avoir l'émergence des grands magasins, mais aussi des discounters, des hypermarchés, des sites marchands, des sites web, des plateformes. Et c'est ce qu'on appellera la dynamique du système marketing. Pour conclure ce chapitre sur l'histoire du marketing, il est important de retenir la différence qu'on fait entre le commerce d'une part et le marketing d'autre part. Cette différence, elle peut être faite suivant 6 critères qui sont la définition, la temporalité, les bases, le focus, les stratégies et la relation. Dans un premier temps, les ventes et le marketing peuvent se différencier par la définition qu'on leur donne. La vente, c'est le transfert de propriété d'un produit ou d'un service d'une personne à une autre. Alors que le marketing, c'est un acte d'analyse du besoin du client et aussi de la compréhension du marché. Sur un deuxième critère, c'est la temporalité. La vente, c'est un process à court terme, alors que le marketing est un process à long terme. On peut différencier aussi sur les bases. La base de la vente, c'est une activité axée sur les personnes. Alors que la base du marketing, c'est une activité axée sur les médias, sur tout type de médias. Autre critère, le focus. Le focus des ventes ou du commerce, c'est que toute vente se concentre sur les besoins de l'entreprise ou de la personne commerçante qui a des choses à vendre, alors que le marketing a un focus qui se concentre sur les besoins du marché et éventuellement motivé par le client. Ce qui donne des stratégies très différentes. La stratégie de la vente, c'est le produit peut être imposé à un client, c'est-à-dire on appelle ça une stratégie push,
push, c'est-à-dire pousser, qui va de l'entreprise vers le client, alors que la stratégie marketing, c'est l'inverse, c'est le client qui est attiré vers le produit avec des tactiques de marketing. C'est une stratégie d'attraction qu'on appelle aussi une stratégie pull, tirer. Donc on attire le client vers le produit et vers l'entreprise. Dernier critère de séparation entre le commerce et le marketing, les ventes, le critère est la relation. La relation, donc, dans la vente, est basée sur une relation individuelle, du one-to-one. Alors que dans le marketing est motivé par une relation à un vers plusieurs.